Merci pour commencer pour cette invitation qui est prestigieuse, comme mon prédécesseur l'a dit. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer à ce colloque et partager quelques réflexions sur le Kalevala avec vous. Je ne prétends pas être un grand spécialiste du Kalevala, il y en a beaucoup dans mon pays. Donc, je suis vraiment un chercheur qui travaille plutôt sur le 20e siècle, mais j'ai quand même une connaissance surtout du contexte historique, culturel autour du Kalevala. Et c'est un peu ça que je vais aborder aujourd'hui. Donc, j'ai un peu l'impression que ma carrière universitaire en France est une longue série de longues introductions. Et comme je ne suis pas certain si vous connaissez le Kalevala ou si vous connaissez le contexte culturel de la Finlande du 19e siècle, du 20e siècle, donc il y a pas mal d'introductions aussi dans ma présentation. Je m'en excuse si vous êtes des connaisseurs du Kalevala. Et donc, du coup, ma communication a une structure un peu en méandre, donc des fois dans cette direction, des fois dans cette direction-là. Il y a quand même quelques lignes rouges que je vais essayer de faire valoir aussi. Donc, pour commencer, quelques mots sur le Kalevala, qui est donc une épopée héroïque publiée d'abord en 1835 dans une version contenant 32 chants et environ 12 000 vers, puis en 1849 dans une version élargie contenant 50 chants et environ 23 000 vers. Elle raconte les aventures de nombreux héros, dont le plus important est le vieux chaman et chef de guerre Väinämöinen, qui visite par exemple le domaine des morts comme ses illustres collègues Ulysse et Énée. L'ensemble de l'épopée est structuré par une relation d'échange et de rivalité entre deux peuples, ceux de Kalevala et de Pohjola, et par deux récits parallèles, dont le premier s'étend de la création du monde au début du texte à l'arrivée du christianisme dans le nord à la fin du texte, et les secondes racontent l'émancipation du peuple du Kalevala de la soumission au peuple du Pohjola. Cette structure et la complexité psychologique des personnages sont l'œuvre de Elias Lönnrot, qui a composé l'épopée à partir des chants et récits héroïques que lui et d'autres savants ont trouvés dans la littérature orale, qui était toujours, à l'époque, donc au début du XIXe siècle, transmise de génération en génération dans certaines régions de la Finlande, de la Carélie, de la Laponie et de l'Estonie. L'épopée a été traduite 3 fois en français par Louis-Antoine Léouzon le Duc en 1845, Jean-Louis Perret en 1927 et Gabriel Rousset en 1991. Aujourd'hui, j'aimerais aborder ce texte fondateur dans 2 dimensions temporelles différentes et sous 2 points de vue différents. Je vais d'abord remonter dans le temps en amont de la publication du Kalevala pour voir quel a été le contexte culturel et poétique qui a motivé l'intérêt des intellectuels finlandais pour la littérature orale de leur pays, la matière dont le Kalevala est issu. Ensuite, je vais descendre en aval pour montrer comment l'épopée a participé à l'essor de la conscience nationale finlandaise, comment elle a ouvert des possibilités d'interprétation et d'appropriation artistique et poétique qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Dans ces 2 dimensions, en amont et en aval, l'histoire du Kalevala est une histoire de plusieurs langues et de relations hiérarchiques. J'espère donc que ma communication puisse contribuer à la réflexion sur l'hiéroglossie, le sujet de notre colloque. Mais l'hiéroglossie dans le Kalevala est aussi une question de voix narratives dans le texte et des voix qui ont repris les thèmes et les motifs du texte plus tard. Notre remontée dans le temps en amont de la publication et notre descente en aval seront donc guidées par 2 notions, hiéroglossie et la voix. La documentation et la collecte des chants et des contes oraux, la matière première du Kalevala, nécessitaient de longues expéditions menées dans des conditions difficiles. Elias Lönnrot en a fait 11 entre 1828 et 1845. Vous voyez là sur l'image son 10e voyage qui était le plus long et le plus pénible. Donc après la première publication du Kalevala, mais avant la 2e. Donc il en a fait 11 au total. Si Lönnrot détient le record, d'autres personnes s'y ont investies aussi. Mentionnons ici, à titre d'exemple, Zacharias Topelius le Vieux, le grand inspirateur de Lönnrot et le père de l'écrivain majeur Zacharias Topelius le Jeune, et Emma Castré, la grande figure des études scientifiques sur le peuple finno-ugriens. Ce travail était inspiré par une longue tradition qui mêlait le travail scientifique et intellectuel aux intérêts politiques. Il remonte jusqu'à Mikael Agricola, l'évêque du XVIe siècle et fondateur du finnois écrit,
qui a établi une liste de 23 dieux païens vénérés par les habitants des régions de Häme et de Karelia, la province sud de la Finlande, les provinces orientales de la Finlande. À la fin du XVIIe siècle, le Collège des antiquités de la Suède a encouragé la documentation de vieux récits, contes, chansons, rites et lieux d'importance dans l'intérêt de connaître l'histoire du royaume et surtout les faits héroïques des ancêtres. Ce travail servait l'intérêt de la Suède en illustrant les richesses des territoires et peuples du royaume. Il était mené par les pasteurs qui combinaient à ce travail historique un autre objectif, celui d'éradiquer ce qui restait toujours de la vieille religion païenne et de la foi catholique en Finlande. Väinämöinen, la figure centrale de Kalevala, par exemple, est mentionnée dans le document issu de ce travail. Une nouvelle dimension s'ajoute à ce travail au XVIIIe siècle. L'intérêt pour l'histoire de la Suède a nourri aussi un attrait pour la Finlande, incitant certains intellectuels finlandais à construire pour leur pays une histoire qui mettait en valeur la particularité du pays et son existence individuelle, à forger les prémices de l'idée des Finnois comme un peuple sans État. Cette vision de l'histoire était partiellement soutenue par des documents écrits, comme par exemple le traité de paix de Tösina en 1595 et de Stolbova en 1617, qui constate que l'État suédois est constitué de 3 peuples, les Suédois, les Finnois et les Estoniens, mais elle était aussi et essentiellement par les vieux chants et récits oraux qui attirent de plus en plus d'attention à l'époque. Cette vision a été développée surtout par le grand humaniste de l'époque, Henrik Gabriel Portant, professeur à l'Académie de Turku. Son grand œuvre en latin, de Poesie Fennica, donc écrit et publié en latin, fut publié en plusieurs volumes entre 1766 et 1778. Il se concentrait personnellement à établir une restauration globale de l'histoire de la langue finnoise et de l'histoire culturelle des Finnois et à analyser les structures poétiques de la littérature orale. Mais son travail a engendré aussi des études sur la mythologie, les rites et la religion ancienne, faites essentiellement par ses étudiants. Si Portant était un humaniste classique, son travail est lié aussi à la philosophie romantique de l'époque, et notamment à la pensée du philosophe allemand Johann Gottfried von Herder, et à l'intérêt que le romantisme suscitait pour la langue vernaculaire et les traditions locales. Portant a fait traduire les chants d'Ossian par ses étudiants, et il a séjourné à Göttingen, en Allemagne, où il a notamment fait la connaissance d'Alfred Ludwig Schlözer, qui avait, quant à lui, travaillé à l'Académie des sciences de la Russie, à Saint-Pétersbourg, et participé aux recherches menées par cette institution sur le peuple finno-ougriens. Ce contact a renforcé la volonté de Portant de faire davantage de recherches sur les liens historiques qui unissent les Finnois à ces autres groupes apparentés qui habitent en Russie. Je reviendrai plus tard sur cette dimension orientale dans la tradition kalavalaine. Pour le moment, il est important de voir que la tradition qui mène au Kalevala est constituée de projets poétiques portés par les autorités de différents États, le royaume de la Suède, l'Empire russe, les universités allemandes, qu'elle est nourrie de contacts et transferts transnationaux, qu'elle est multilingue, écrit en suédois, russe, allemand, latin, et qu'elle contient en germe des éléments qui vont contribuer au réveil national finlandais au XIXe siècle. Le mélange d'éléments nationaux, transnationaux et impériaux peut nous paraître paradoxal aujourd'hui, mais il faut se rappeler que nous sommes ici dans la période qui précède la montée en puissance de l'État-nation comme le modèle par défaut du régime politique. L'année 1809 marque une césure dans l'histoire de la Finlande. Suite à une guerre entre la Suède et la Russie, la Finlande perd son statut séculaire de province suédois et devient intégrée à la Russie en tant que grand-duché autonome. Immédiatement après la fin des hostilités, le tsar Alexandre Ier convoque la Diète finlandaise et déclare dans son discours célèbre que, désormais, la Finlande sera élevée au rang des nations. Je pense d'ailleurs qu'il a dit en français, qui ajoute encore une langue à cette histoire. Je n'ai pas pu vérifier la langue qu'il utilisait, mais je suis assez certain que c'était en français. Ce basculement historique et la caution en quelque sorte donnée par le nouveau empereur déclenchent le réveil national qui prendra de l'ampleur et mènera finalement à l'indépendance du pays en 1917. Dans la pensée de l'époque, 2 facteurs sont importants pour notre sujet. Premièrement, une nation a besoin de légitimer son existence par des faits historiques glorieux.
et appartenu au royaume suédois et étant ainsi dépourvu de l'histoire propre à eux, les Finlandais vont chercher cette légitimité dans le fait d'armes racontées dans la littérature orale. La grille d'interprétation de ce corpus collecté depuis quelques décennies passe donc d'une lecture mythologique qui était dominante chez Portant et ses collègues à une lecture historique. Deuxièmement, l'épopée reste toujours dans cette période le genre littéraire le plus prestigieux, le roman ne l'ayant pas encore détrôné de cette position. Émerge donc l'idée de construire ou de reconstruire à partir du corpus oral une épopée qui pourrait égaler Homère et les autres grands modèles européens et apporter ainsi une légitimité poétique et culturelle à la Finlande. Il est important de voir que ces deux facteurs, légitimité poétique et excellence poétique, sont dans un conflit latent. La comparaison avec Homère et les autres épopées impose un critère d'unité textuelle et met ainsi en valeur le travail de l'auteur, de celui qui donne une forme artistique au texte, alors que ces considérations, donc poétiques et esthétiques, ne sont pas essentielles pour une lecture historique du corpus qui veut plutôt entendre dans le chant les récits, la voix du peuple, une notion mythique. Ces facteurs et tensions sont présents dans le travail de Lönnrot, qui non seulement a participé au projet collectif de documentation de la littérature orale, mais qui a surtout fait exister le Kalevala. J'utilise ici l'expression vague « fait exister » pour capturer la complexité du travail, car Lönnrot n'est pas l'auteur de l'épopée dans le sens habituel du mot, dans le sens moderne, contemporain. Au cours de ces expéditions, qui l'ont conduit dans presque toutes les régions de la Finlande, et au-delà de ses frontières vers la Laponie, la Carélie orientale, l'Ingrie et l'Estonie, Lönnrot a rencontré une centaine de chanteurs et conteurs qu'il a écoutés en transcrivant leurs poèmes, chants, devinettes et incantations. Dans ce vaste matériau hétérogène, Lönnrot a cherché à identifier les poèmes et les récits les plus authentiques, suivant le précepte selon lequel l'excellence artistique est un signe d'originalité, d'authenticité. Pour composer le Kalevala, il n'a pas hésité à scinder les chants et récits oraux en fragments et à fusionner des fragments provenant de sources diverses pour donner à l'œuvre les qualités artistiques qu'il jugeait nécessaires, notamment une structure narrative cohérente, une épaisseur psychologique des personnages principaux et une dimension morale conforme à la religion protestante. Il a lui-même écrit environ 3% des vers du Kalevala, ajoutant à son travail de composition un aspect de création. Nous pouvons observer le tissu des sources et de leur utilisation, par exemple, dans cet extrait de la scène dramatique où le jeune chaman Joukahainen, humilié à cause de son arrogance par le vieux sage Väinämöinen, guette ce dernier pour le tuer. Voici comment le Kalevala fait monter la tension au moment où Joukahainen aperçoit son ennemi et se prête à le tuer avec son arbalète. J'ai apporté la citation en français, donc je vais profiter de l'occasion pour vous lire ça en finnois, en faisant, j'espère en tout cas en faisant ressortir le rythme du maître kalevalainen. Jännitti tulisen jousen, veti vaskisen vekaran, vasten polvea vasenta jalan alta oikeansa. Veti viinestä vasamman, sulan kolmikoipisesta, otti nuolen orheimman, paitsi parahan varven. Donc dans la traduction de Jean Perret de 1927, que vous pouvez lire cette citation en français. Les lettres A et B marquent l'origine de ces vers dans deux poèmes différents dans le corpus original, c'est-à-dire dans les chants recueillis auprès des bardes rencontrés lors des expéditions. Les chiffres 1 et 2 après la lettre A marquent l'origine dans deux variantes du même poème, le corpus contenant souvent de nombreuses variantes qui racontent les mêmes événements. Les chiffres 1 et 2 entre les parenthèses après la lettre A marquent l'autre des vers dans le corpus original. La lettre L, enfin, marque un ajout écrit par Lönnrot lui-même. On voit donc que le passage est composé de fragments qui soit proviennent de sources différentes, soit subissent un changement d'autre représentation. L'action de bander l'arbalète précédant ici le choix de dard le plus rapide, alors que l'inverse est vrai dans la version 1 du poème A original. Le but de ces opérations est de construire une scène dramatique et logique qui fait avancer l'action pas par pas en focalisant d'une manière détaillée mais dynamique sur les phases successives de l'action. Le vers ajouté par Lönnrot participe à la création de cet effet.
En même temps, il respecte le principe de répétition avec variation qui est essentiel à la poétique du Kalevala et que voit ici à l'œuvre dans l'ensemble de la citation. L'exemple montre aussi dans quelle mesure le Kalevala est un ouvrage à cheval entre deux traditions. Il est un texte à plusieurs voix, un lieu de convergence de la littérature orale transmise de génération en génération par des chanteurs anonymes et transcrit par plusieurs générations de savants et intellectuels. Pour les contemporains de Lönnrot, la voix qui parle dans le texte est celle du peuple finnois. Mais le Kalevala est aussi une œuvre d'art savamment construite par un seul homme, Elias Lönnrot, suivant les exigences de son temps. Il est une porte vers le passé, vers la multitude de voix qui ont chanté de Väinämöinen et des autres héros pendant des siècles, mais il pointe aussi vers l'avenir, car il allait jouer un rôle essentiel dans le rêve national du XIXe siècle. Maintenant, moi aussi, j'ai une histoire, s'exclamait J.G. Lindsén, le président de la Société de littérature finlandaise, à la publication du Kalevala. Donc maintenant, moi aussi, j'ai une histoire. L'existence de cette histoire, réelle et mythologique pour les contemporains, distingue de l'histoire suédoise et russe, légitimait l'existence du peuple finlandais et offrait donc la fondation pour le travail des générations à venir. Cette légitimité fut renforcée par l'intérêt international que Kalevala suscitait. Des extraits ont été publiés en russe dès 1840, une traduction complète en suédois parue en 1841, la traduction de Léoson le Duc, donc en 1845, suivie par une édition allemande en 1852. En même temps, plusieurs articles de communication étaient consacrés à l'œuvre, dont le plus important était peut-être la communication de Jacob Grimm à l'Académie des sciences à Berlin en 1845. Laissons maintenant la question de la voix pour un moment et reprenons celle de la langue et des relations hiérarchiques entre les langues. Nous avons vu tout à l'heure que la tradition intellectuelle et poétique qui mène à la publication du Kalevala était multilingue et transnationale. Cela vaut aussi pour l'intérêt que l'œuvre a suscité à l'étranger. Mais l'histoire a pris une autre direction au cours du XIXe siècle. En Finlande, les décennies qui ont suivi la publication de l'épopée ont été marquées par le développement et la consolidation de la langue finnoise, d'une part, et par une tension montante entre les populations finno et svécophones du pays, d'autre part. Le Kalevala a participé à ces deux processus. Il faut savoir qu'à l'époque, la langue de l'élite culturelle et politique de la Finlande est le suédois, et cela depuis des centaines d'années. Quelques membres de cette élite sont bilingues. La maîtrise du finnois est des fois exigée de certains fonctionnaires de l'État en poste en Finlande. Et les pasteurs protestants prêchent, bien entendu, en finnois. N'empêche, le finnois reste cantonné à la sphère domestique et privée, le suédois étant la langue de la vie politique et culturelle avec les autres langues majeures de l'époque, le français, l'allemand, le russe et le latin. Dans cette période avant la publication du Kalevala, la hiérarchie des langues est claire. Le finnois est l'objet, au mieux l'instrument, les autres langues sont des sujets. On simplifie un peu, mais c'est ça, grosso modo. De nombreux Finlandais lisent d'ailleurs le Kalevala dans la traduction suédoise de 1841 à l'époque. Même le vocabulaire littéraire, scientifique et poétique est quasiment inexistant. Lönnrot a créé le mot kirjallisuus, littérature, en 1831, au moment de la fondation de la Société de la littérature finnoise, l'institution essentielle dans la promotion des lettres finnoises encore aujourd'hui. Plus tard, il a créé les équivalents finnois pour les notions de roman, donc romani, maître poétique, runomitta, et l'essai, kirjoitelma. Son activité ne se limitait pas à ce domaine. En tant que professeur du finnois à l'Université de Helsinki, il a contribué énormément au développement de la langue, créant des notions vitales pour une notion moderne comme droit de vote, äänioikeus, nationalité, kansallisuus, et république, tasavalta en finnois. Ce travail fut couronné en 1880 par la publication du dictionnaire finnois-suédois qui recensait quelques 200 000 mots. Lönnrot ne travaille pas seul, bien entendu. Plusieurs personnages d'origine et d'occupations diverses ont participé à ce vaste chantier. C'est à Volmar Skilkilpinen, par exemple, médecin du district de Jyväskylä, que nous devons les équivalents finnois de l'art, taide, de la science, tiede, et de l'écrivain, kirjailija. Ce travail commun était cependant marqué par des désaccords profonds qui ont culminé dans une bataille des dialectes qui a fait rage dans les journaux dans les années 1820 à 1840.
Cette bataille était animée par des arguments philosophiques, moraux, politiques et esthétiques. La source du conflit était la relation entre les différentes versions régionales du finnois parlé et le finnois standard. Jusqu'au début du XIXe siècle, les dialectes du sud-ouest, donc sud-ouest, avaient joué un rôle prépondérant dans l'évolution du finnois. De nombreux savants intellectuels actifs dans le domaine étaient originaires de cette région où se trouvait aussi la ville de Turku, le centre administratif, économique et culturel du pays. Mais elle était aussi une région avec des liens intimes avec la Suède, et cette proximité était reflétée dans la langue sous forme d'emprunt et calque au suédois. La montée en puissance du romantisme national, et notamment de la conception de la langue vernaculaire comme une porteuse d'une vision particulière et unique du monde, a mis en question ce lien entre le finnois standard et un dialecte régional jugé contaminé par l'influence suédoise. Plusieurs fois, on réclamait un rôle plus important au dialecte de l'Est, considéré plus authentiquement finnois et plus apte à décrire la réalité de la Finlande. Le Kalevala, dont le matériau provient essentiellement de la région orientale de la Finlande et des régions transfrontalières à l'Est, a donné une caution littéraire et historique à ces revendications. La bataille des dialectes a produit un compromis vers les années 1870. La grammaire et la morphologie du finnois standard moderne sont fondées essentiellement sur les dialectes de l'Ouest et surtout du Sud-Ouest, et le vocabulaire a été fortement enrichi par les dialectes de l'Est au cours du XIXe siècle. Le rôle du Kalevala ne se limitait pas à la caution qu'elle apportait à certaines revendications dans le travail d'élaboration du finnois moderne. En tant qu'œuvre littéraire internationalement connue et reconnue, et en tant que source de noms, motifs, thèmes et personnages, bref, comme un vaste réservoir de l'imaginaire collectif finnois, il a fortement consolidé l'identité finlandaise. Cet effet s'est fait ressentir à plusieurs niveaux. On peut mentionner à titre d'exemple l'onomastique. Plusieurs noms d'origine kalevalaine ont été introduits dans le calendrier de prénoms, donc dans le calendrier des prénoms, à la fin du XIXe siècle. Certains d'entre eux sont toujours populaires. J'ai des Annikki, Kauko et Jouko dans la famille et des Tellervo, Ilmari, Kimmo et Seppo parmi mes amis. Ils sont tous des héritiers du Kalevala, parfois sans le savoir. Plusieurs compagnies fondées au tournant du siècle ont puisé dans le Kalevala pour se nommer ou pour nommer leurs produits, cherchant ainsi non pas uniquement un succès commercial, mais aussi à rendre visible le lien entre le capitalisme finnois et le nationalisme poétique. La dépendance du pays des investissements étrangers est un souci constant des autorités et des hommes d'affaires de l'époque. Donc on a par exemple des compagnies d'assurance qui ont tiré leur nom du Kalevala. Dans la sphère privée, tout comme dans la sphère publique, l'épopée a ainsi aidé à structurer des liens d'appartenance et de distinction. Ce processus coïncide avec la montée en puissance de la classe moyenne finnophone et avec l'affaiblissement de la position d'hégémonie de la vieille élite svécophone. La pensée finlandaise du XIXe siècle, notamment la philosophie de Johan Wilhelm Snellman, combinait le romantisme de Herder avec l'idéalisme de Hegel. Dans cette optique, l'État était l'horizon naturel de l'évolution de la société et il devait être unilingue, la langue exprimant la vision du monde particulière au peuple qui trouvait sa liberté au sein de l'État. La littérature, quant à elle, avait la fonction essentielle de rendre la nation consciente d'elle-même et de montrer par la force de représentation exemplaire la voie à suivre vers l'aboutissement du processus historique hegelien. Pour Snellman, la langue de la nation finlandaise devait être le finnois, bien que le suédois ait été sa langue maternelle à lui. Dès sa publication, le Kalevala a été intégré dans ce processus qui devient vers la fin du siècle un véritable conflit entre deux groupes linguistiques, les finnophones et les svécophones, savamment instrumentalisés par le pouvoir russe. L'épopée a offert l'image d'un passé glorieux du peuple finnois, capable de justifier son existence. Elle a dessiné une ligne de filiation ethnique qui liait les hommes et les femmes du XIXe siècle à des ancêtres héroïques. Elle a montré l'exemple de l'émancipation de la tutelle d'un pouvoir étranger. Elle a raconté un récit de décadence qui justifiait les revendications actuelles au nom d'un retour cyclique de la période glorieuse ancienne. Dans tous ces sens, elle a été l'élément essentiel dans le grand récit de la Finlande construit au cours du siècle qui a forgé une conception de la nation articulée par les notions de tribu, heimo en finnois,
et de famille, suku en finnois. Donc la notion de suku est en fait la famille dans son sens étendu, qui donc contient les oncles, les tantes, les cousins, et ainsi de suite. Cette conception exclusive d'identité, de citoyenneté, a nourri d'abord la volonté de faire la distinction par rapport à la Suède et la culture svécophone, ensuite par rapport à la Russie et la culture slave, et cela jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. L'utilisation ethnopolitique du Kalevala n'est pourtant pas le seul élément majeur dans l'histoire de l'œuvre depuis sa publication. Aussi important, sinon plus, est un rôle comme source d'interprétation et d'appropriation dans les arts et la littérature. De nombreux écrivains se sont emparés du discours poétique et du monde du Kalevala pour aborder des questions essentielles de leur temps. Le poète Eino Leino a publié 2 recueils de poésie dans le Maître du Kalevala en 1903 et en 1916, titrés Helka Virsia, difficile à traduire en français, je traduis par un chant d'Helka qui capture plus ou moins la signification. Dans les Helka Virsia, Leino a créé de nouveaux héros comparables à Väinämöinen et aux autres héros originaux, mais en même temps, ces héros-là sont plus aptes à incarner une dimension psychologique moderne inspirée par des lectures de Ibsen, Strindberg et de Nietzsche. Plus près de nous, le poète et romancier Paavo Haavikko a plusieurs fois interrogé le Kalevala et la vision du monde et de l'histoire qu'il a servi à construire. Proposant par ce travail critique une autre version de l'identité finlandaise, marquée par des contacts, transferts et échanges plus nombreux et plus complexes que l'utilisation ethnopolitique de l'épopée n'a permis de voir. Sa réécriture de Kalevala, le Rautaika, l'âge de fer, publié en 1982, commence par ces mots. Donc, je vais encore lire ça en finnois pour mettre en valeur le discours poétique de Haavikko. Vous avez la traduction faite par moi-même à côté. Donc, j'espère avoir plus ou moins communiqué la signification. Le discours de Haavikko est extrêmement complexe au niveau poétique, au niveau philosophique. Donc là, vous avez vraiment une traduction tout à fait banale pour des raisons de communication. Unohda Kalevala, sen sankarit, sanat, sanomukset. Unohda, mitä olet heistä kuullut, kuvat, jotka olet nähnyt. Unohda. Tässä he ovat. Sanan mahti. Me, jotka olemme kertoneet, eli kuviksi kuvitelleet nämä asiat, eli sankarit, olemme nöyriä. Meitä ylpeämpiä ei ole. Se nöyryys on sen ylpeyden korkein aste. Sanan mahti on sekin. Se on sitä, että toiset hirttävät sinut sanoihisi, taikka itse hirtät itsesi. Cet incipit est typique de lecture de Haavikko, riche en paradoxes et apories. Dans notre contexte aujourd'hui, on peut y lire une mise en question des souches d'interprétation et d'utilisation qui se sont superposées sur l'épopée au cours de son existence. Mais Haavikko ne prend pas un retour simpliste au texte original. Rappelons ici que le Kalevala est un tissu de plusieurs voix narratives, chantées par une centaine de bardes et mises en forme par Lönnrot. La puissance du verbe et l'humilité dont se réclame le narrateur de Haavikko appartiennent à ces anonymes, à ces chanteurs anonymes, c'est-à-dire potentiellement à tous et à toutes. D'où la fierté de créer l'autre face de l'humilité de l'anonymat. Ces voix anonymes ne sont pourtant pas la voix mythique du peuple, comme on croyait au XIXe siècle. Haavikko est bien conscient du piège des interprétations, des utilisations et des instrumentalisations qui quittent celui qui parle et qui crée, le réseau infini des renvois, des stations et des récupérations qui existent partout dans un monde constitué de textes et de communication. Si Eino Leino a abordé Kalevala dans le contexte de la fin du XIXe siècle, où l'essor de la modernité menaçait les structures traditionnelles du champ culturel et motivait un retour vers le passé et le mythe, Haavikko travaille dans un contexte postmoderne où règne l'ironie créée par la conscience du fait que la volonté de débarrasser un texte de ses interprétations historiques n'est en soi qu'une interprétation historique parmi d'autres. L'exemple montre peut-être que le Kalevala appartient aujourd'hui à tous, mais qu'il ne perd pas pour autant son identité. Il est, comme à son origine, un point de convergence de multiples voix et gestes créatifs. Je voudrais finir par 2 exemples de la riche tradition d'illustration du Kalevala.
Le premier exemple est le triptyque peint par Akseli Gallen-Kallela en 1891. Il illustre l'épisode qui précède la tentative de meurtre de Jouko Hainen sur Väinämöinen, évoquée plus tôt. Avant la scène de tir à l'arc que nous avons vue en citation, Jouko Hainen, pour échapper à une humiliation par Väinämöinen et pour sauver sa vie, lui promet sa sœur Aino comme épouse. Mais la sœur Aino refuse ce destin et préfère se noyer dans un lac, se transformant ensuite en poisson. Le triptyque peut ainsi se lire comme l'illustration d'un système patriarcal où les femmes sont des objets d'échange entre hommes, donc entre Jouko Hainen et Väinämöinen. Illustration, bien entendu, sans une dimension critique féministe, Gallen-Kallela se servant du sujet plutôt pour exposer une jeune femme nue au regard masculin. Les illustrations de Gallen-Kallela sont devenues iconiques dans la culture finlandaise, connues par tous ou presque et recyclées dans de nombreux contextes. Une reprise critique de la fresque a été faite par le magazine féminin Me Naiset, Nous les femmes, dans la campagne de publicité de 1995. Dans cette image, les rôles sont renversés. C'est un homme nu qui est ici l'objet de convoitise d'une femme habillée et, supposons-le, un objet dans un système d'échange entre femmes. L'intention est ici politique, féministe, mais peut-être surtout humoristique. Une utilisation plus sérieuse de l'illustration de Gallen-Kallela a été faite lors de la crise migratoire de l'été dernier, qui a porté environ 30 000 réfugiés en Finlande, principalement de jeunes hommes originaires de l'Irak. Des voix alarmistes sont élevées pour contrer le phénomène, arguant que la conception que ces immigrés ont du statut de la femme dans la société ne correspond pas aux normes européennes et nordiques et que leur présence constitue ainsi un danger pour la paix publique. D'autres voix ont critiqué cette argumentation, faisant valoir que le statut de la femme n'a pas toujours été le même en Finlande et que là aussi, les femmes ont été des objets vulnérables des prédateurs masculins. Le triptyque de Gallen-Kallela était évoqué pour défendre cet argument et rappeler qu'en Finlande aussi a régné un système patriarcal d'exploitation des corps de femmes, comme si le tableau de Gallen-Kallela était une preuve de la réalité historique des Finnois incarnés dans le Kalevala. Voici une citation de ce débat tirée d'un article publié par Nasima Razmyar, qui est une députée du Parti socialiste d'origine afghane. Donc, elle a écrit ceci dans Iltalehti, dans un des journaux majeurs finlandais, le 10 janvier 2016. Il faut se rappeler que la représentation sexuelle et l'exploitation du corps féminin a une longue tradition dans la culture finlandaise aussi. Dans le triptyque célèbre d'Akseli Gallen-Kallela sur la légende d'Aino, Väinämöinen, le vieux singe, convoite la jeune Aino nue. Tous ceux qui connaissent le Kalevala savent comment cet harcèlement finit. Donc, il finit par le suicide d'Aino. L'ironie dans cette histoire réside dans le fait que la scène telle qu'elle a été peinte par Gallen-Kallela ne figure pas dans le Kalevala. C'est une interprétation artistique qui condense des scènes séparées en une. C'est une espèce de télescopage entre des scènes séparées dans le texte du Kalevala. Mais une autre source d'ironie, c'est dans cela justement qu'elle est fidèle au texte. Le Nurut a procédé de la même manière, tout comme l'ont fait les chanteurs anonymes avant lui. Le Kalevala est un creuset, un melting pot, un carrefour incontournable de la culture finlandaise, un réservoir de figures mythiques à la disposition de tous et toutes. Il pointe vers le passé et vers l'avenir et participe de l'histoire et du mythe en même temps et nous permet par cela même de nous orienter entre ces 4 points cardinaux de l'existence humaine. Merci.